Entre hier et aujourd'hui, bribes de civilisation, une chronique de Daniel Carré. Chronique numéro 22. Desmat, bonjour. Madame Treu, vous allez bien? Je vous propose de nous intéresser cette fois à un aspect de notre patrimoine breton souvent délaissé, voire ignoré, ou réduit à quelques clichés pseudo-touristiques, à savoir l'alimentation. Aujourd'hui comme hier, et demain sans aucun doute, se nourrir est nécessaire. Même si vous êtes plus porté au spirituel qu'au bien vivre matériel, il vous faudra manger. Magmat korf, ou signan chomobar peloch. Nourrissez bien votre corps si vous voulez que votre âme y demeure plus longtemps. Cette manière de manger, de se nourrir autrefois et aujourd'hui, est un élément de notre personnalité, de notre culture, de notre histoire. Alors, que savons-nous des habitudes alimentaires de nos ancêtres? Au moins de celles des plus proches de nous, de ces Bretons de la seconde moitié du XIXe, qui s'achèvent, disons-le encore, en 1914 et la Grande Guerre. Par les collecteurs de mémoire, par les premiers photographes, on a une bonne perception des repas extraordinaires, particuliers. Festenour, la fête du cochon, Feste Guadagnillo, la fête des boudins, les mariages, les repas d'enterrement, etc. C'est pourquoi nous laisserons cela de côté pour nous intéresser à ce qui est souvent beaucoup moins connu, l'alimentation au quotidien dans nos campagnes. Aucun de vous, j'en suis sûr, ne s'imagine qu'on mangeait des crêpes garnies, des galets de saucisses, des huîtres, du rôti de veau, du saumon, du gâteau breton ou du phare à tous les repas. Non, non. Par contre, je ne serais pas surpris que vous soyez un certain nombre à vous dire, comme cela, au premier abord, que, sans doute, la pitance n'était pas bien grasse et qu'on vivait souvent de soupe de genêt, souben banal, comme on dit à Brec, à savoir de l'eau, du sel et un quignon de pain sec. De cette soupe de misère qui, comme l'on dit encore, ni de le gars qui ne peut même pas vous regarder la manger, car elle n'a pas Dieu pour voir tant elle est maigre. En fait, la vérité est bien plus nuancée. Si on ne nage pas dans l'opulence, si les tables ne croulent pas sous la nourriture, si l'obésité et la goutte ne sont pas très fréquentes dans les campagnes, on n'y meurt tout de même pas de faim. La soupe constitue bien un élément important de l'alimentation. Soupe de légumes, choux, navets, soupe que l'on trempe avec du pain, mais surtout avec des crêpes sèches. On peut cependant y faire cuire du lard ou plus rarement du bœuf. La soupe, généralement de lait, constitue la base du petit déjeuner quotidien jusqu'à la Grande Guerre. La nouvelle mode, avec la généralisation du café, la présence quotidienne du beurre, voire du lard, sur la table matinale, s'installera progressivement par la suite. Dans la pratique, le petit déjeuner, l'aigne, se prenait généralement une fois la traite des vaches terminée, les chevaux et le cochon soignés. Il pouvait être complété, en particulier à l'époque des grands travaux, par une collation, halaigne, prise à la maison ou bien au champ. Des tranches de pain graissées au saindoux, une petite tranche de lard parfois, le tout accompagné d'eau, de cidre coupé d'eau. Miren, le repas de la méridienne, se prend autour de la table. Un seul plat, évidemment. Les pommes de terre, un avalaudoir, en constituent souvent l'essentiel en cette seconde moitié du 19e. Si elles ont eu un certain mal à s'installer, les rapports préfectoraux des années 1860 signalent encore quelques réticences à ce sujet. Les pommes de terre sont maintenant cultivées quasiment dans toutes les fermes. Cuites à l'eau, avec du lard parfois, elles se consomment ainsi ou bien avec du lait, avlodoir de lait, ou sous forme de bouillie, ou de galettes épaisses qu'on fait revenir à la poêle dans du saindoux. Le lait est incontournable dans l'alimentation quotidienne. Lait doux et crémé, lait tourné, l'air trinque, lait de beurre, les ribottes, ou bien encore le caillé, gouel, chaud, froid, ou mis à tiédir dans les écuelles sur le foyer. On y trempe les crêpes ou le pain. Les bouillies, youd, constituent aussi le repas de midi. Bouillie de froment, bouillie de sarrasin, et surtout bouillie d'avoine, youtcher, un gruau, une sorte de porridge qui demandait préparation et savoir-faire. La farine d'avoine, obtenue par broyage du grain qui avait été préalablement bien séché, crasette comme l'on dit, au four,
était soigneusement lavée dans plusieurs eaux, et la pâte ainsi obtenue, allongée d'eau, était mise à cuire dans un bassin de cuivre, un bilech ou une grande marmite sur le feu du foyer. Durant toute la cuisson, il fallait la tourner à l'aide d'un bâton suffisamment long pour éviter d'avoir à trop s'approcher du feu. Ce bâton, un ashtelioud ou encore un variout, était présent donc sur tous les foyers, si présent qu'on le retrouve utilisé dans un jeu de force commun dans les veillées. Un variout. On en menaçait aussi les enfants quand ils n'étaient pas sages. Ah, fais-je tarvar à vous tu chantes. Ça va être la fête du bâton tout à l'heure. La bouillie d'avoine, comme d'ailleurs la bouillie de froment, Yud bleu tunir, ou la bouillie de sarrasin, Yud bleu tunir du, qui se font aussi à l'eau, se consomment chaudes. On pose le bassin ou la marmite sur la table. Chacun y plonge alors sa cuillère, qu'il passe ensuite dans son bol de lait ou dans le beurre qui fond dans un trou qu'on a creusé exprès au milieu de la marmitée avant de porter la cuillère à sa bouche. On ne consomme généralement pas toute la bouillie lors de ce premier repas. Froide, elle est découpée en tranches et sera mangée plus tard, trempée dans du lait aigre ou bien alors revenue dans la poêle avec du saindoux toujours. Youtcher, la bouillie d'avoine, est présente partout en Basse-Bretagne. Elle y est vraiment une des bases alimentaires. La meilleure preuve de cela est un vœu exprimé en 1918 lors d'une session du conseil départemental du Morbihan. Les conseillers de Pontivy, Pluvigné et Plouay prient instamment le préfet, je cite, d'intervenir auprès de l'administration pour que la population rurale et agricole ait le droit de continuer à se fournir en farine d'avoine. Nous n'avons pas besoin de vous faire remarquer, monsieur le préfet, combien l'habitude est invétérée chez nos cultivateurs de s'alimenter de farine d'avoine. Or, depuis l'intervention du nouveau régime, il leur est complètement interdit de se servir de cette farine. L'impossibilité de cet approvisionnement apporte des modifications profondes aux habitudes de nos cultivateurs. L'administration vient en effet de renforcer le contrôle, le rationnement à la population civile des grains et des farines dont l'armée en guerre fait une énorme consommation. Le vœu est adopté unanimement par le conseil départemental et, autre signe de l'importance de la chose, la dérogation demandée est rapidement obtenue par décret ministériel. Les bouillies au lait, caout en pays doré pour les différencier du yout, qu'elles soient à la farine de froment ou à base de millet, cornmeal, sont davantage réservées aux jours de fête ou bien aux femmes qui viennent d'accoucher et, bien sûr, aux jeunes enfants. Ce sont là de petites gâteries, mais des gâteries qui ne sont pas forcément du goût de tous les médecins de campagne. Le docteur Bayou, qui exerce à Questembert, rapporte en 1891 qu'il a bien du mal à lutter contre le préjugé selon lequel seule la bouillie rend les enfants robustes et vigoureux et qu'il a vu des nourrices donner de la bouillie à des nourrissons de 15 jours. Son collègue, le docteur Joubius de Logminé, dit qu'elle est donnée partout bien avant la fin de la première année et qu'il doit même lutter contre d'autres pratiques tout aussi dommageables pour le système digestif des enfants. Certains nourrissons reçoivent ainsi, à partir de 5 ou 6 mois, de la viande de porc, du pain, des mûres. Tout cela pré-mâché par la nourrice, mais tout de même. À la belle saison, l'habitude est de prendre une autre collation dans l'après-midi. Mirnandero, mirnvion, ou encore raviren, du pain graissé de saindoux, éventuellement une mince tranche de lard, du cidre ou de l'eau. Cette collation disparaît évidemment avec l'automne. Gwel Sant Salvour, ya Mirnandero d'Amour. À la Saint-Sauveur, dernier dimanche de septembre, collation se meurt. Le repas du soir, coin, se prend à la nuit. Soupe, à nouveau, qu'on trempe avec du pain ou des crêpes sèches. Zuben rousse, zuben oignon, zuben de lech, zuben mitonnet, des soupes vite préparées, de l'eau ou du lait doux et crémé qu'on fait chauffer dans une poêle à frire, préalablement graissée. Parfois aussi des tranches de bouillie d'avoine ou de froment passées à la poêle. Les dernières crêpes de la semaine qu'on fait revenir émiettées après avoir été trempées dans l'eau. Voilà. Ce survol très général et forcément réducteur du menu des repas quotidiens met en évidence le caractère peu varié, peu équilibré de l'alimentation, ses carences en calories. Nous en reparlerons la fois prochaine. D'ici là, Tjenebo Imbert.